Un complot ivoirien? Pourquoi le Togo a livré Damiba au Burkina Faso? Derrière cette décision controversée, des questions troublantes émergent. Pression diplomatique, accords secrets, jeux d'influence régionaux. Info ou manipulation politique? On fait le décryptage, maintenant. Donc, on n'estrade pas quand même quelqu'un comme cela, et en plus si c'est un ancien chef d'État. Et ça aussi, c'est de nature aussi à se poser des questions sur la fiabilité du régime en question, sur ses engagements, parce que je pense que si Damiba s'est réfugié là-bas, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'engagements quant à sa sécurité et quant au fait qu'on ne pourrait pas l'extrader aussi facilement que ça. Je pense quand même que le Togo avait suffisamment de bonnes relations avec les régimes le régime burkinabé, aussi l'ensemble des régimes de l'AES, pour ne pas laisser leur espace territorial à des menaces de déstabilisation du voisin. Donc l'argument selon lequel à partir du Togo, il essayait de déstabiliser le Burkina, il faut quand même en apporter les preuves devant des juridictions avant quand même de l'extrader. Donc moi, ça me dérange un peu ce type de choses, de méthodes un peu cavalières. Théophile, Lomé accepte de lâcher Damiba, on sait pourquoi? Alors oui, on sait pourquoi. Alors est-ce que c'est surprenant, est-ce que c'est pas surprenant? Je pense que ça ne l'est pas tellement parce que le pouvoir de Ouagadougou a mis celui de Lomé face à une sorte de dilemme. Soit vous nous soutenez, soit vous soutenez Damiba, mais il n'y a rien entre les deux. Et je pense que ce qui a vraiment fait changer les choses, c'est cet audio, un audio où on entend Damiba parler à un soldat militaire burkinabé, un officier ou un sous-officier, je ne sais plus exactement, et lui indiquer des conduites à tenir pour renverser d'une manière ou d'une autre Ibrahim Traoré. Je pense qu'on peut écouter un petit extrait de cet audio parce que je pense que cela fait partie des choses qui ont fait basculer la situation. On écoute. Moi, je voulais savoir concrètement mon rôle. Si bon, voilà, au niveau de H là, la mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête, là, vous coupez la tête première. Couper la tête. Demain 23, là. Demain à 23. Bon, ok. Demain à 23. Donc, il faut quand même, à partir de demain, là, pendant une journée, savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je, étant donné que je suis permanent à la base aérienne, voilà, on verra la faisabilité. Voilà, on verra la faisabilité pour demain. Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que... Non. Parce que c'est mieux qu'à c'est couper la tête. D'accord. Alors bon, il y a des expressions comme couper la tête. Donc couper la tête, ça veut pouvoir dire... éliminer le leader, peut-être. Éliminer le leader, le renverser, le neutraliser, ou alors lui couper littéralement la tête. Donc, ça, bien entendu, ça apporte de l'émotion à l'émotion. Et puis, dans l'histoire récente burkinabé, c'est pas le premier audio qui changeait les choses. On se souvient de cet audio entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, où il était question de faire un coup d'État contre Zida lors de la première transition burkinabé, après la chute de Blaise Compaoré. Un audio que, en titre particulier, j'avais partagé, et ça avait changé beaucoup de choses dans la perception, notamment la perception de Guillaume Soro et puis de Gilbert Diendéré. À partir de ce moment, l'opinion étant quand même quelque chose qui fait bouger les lignes dans cette région, notamment parce que il y a une opinion publique qui est active et qui peut être véhémente côté AES. Lomé étant devenu un peu, le Togo étant devenu un peu le seul pays de la CEDEAO qui parvient à discuter diplomatiquement avec l'AES, étant donné également que cela rapporte de l'argent au Togo, puisque le port de Lomé est désormais le port de prédilection des pays de l'AES, Damiba ne pesait pas très lourd dans cette équation. Et dès lors que des preuves, alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on peut faire beaucoup de choses, mais dès lors que des éléments de ce type sont donnés au pouvoir togolais, il est obligé, d'une certaine manière, de montrer sa bonne volonté. Et étant donné que, de manière générale, une régression du pouvoir judiciaire dans tous ces pays, le réflexe de tout le monde, c'est de demander ici et maintenant la tête de celles et ceux qui lui déplaisent. D'autant plus que, effectivement, tu peux te trouver au Togo, mais avec Internet, avec les messageries électroniques, etc., tu peux te trouver au Togo, mais piloter les opérations ailleurs. Je rappelle que le pouvoir d'Ibrahim Traoré a également accusé la Côte d'Ivoire d'être impliquée dans ce coup d'État à venir qui a finalement été
aurait été finalement empêchée. Et donc la Côte d'Ivoire, c'est aussi la bête noire des pays de l'AES. À ce moment-là, Lomé n'a pas beaucoup de choix que de livrer Damiba, d'autant plus que l'utilité politique de Damiba est plutôt faible aujourd'hui au Burkina Faso. On en reparlera. Au Togo, pardon. On reparlera des accusations vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Félix, cet audio qu'on vient d'entendre existe. On ne sait pas, on n'a pas pu l'authentifier, mais il existe. Il y a eu quelques témoignages également, comme sous forme on va dire de confession de personnes qui témoignent avoir fomenté cette tentative de coup d'État avec Damiba. C'est crédible tout cela, ces éléments, ou il faut attendre une enquête plus exhaustive pour se prononcer dessus? Moi, je pense qu'on aurait dû attendre une enquête plus exhaustive avant de faire ce genre de choses. Pour la simple et bonne raison que le fait que Damiba s'est retrouvé au Togo aussi, ça faisait partie des arrangements post-coup d'État qu'il y a eu au Burkina. Et qu'à ce moment, c'était une manière d'entériner le fait que Ibrahim Traoré arrivait au pouvoir, mais c'était aussi la manière d'arrêter l'escalade qu'il y avait entre les différentes factions qui se disputaient le pouvoir au Burkina en ce moment. Donc, il y a eu un engagement international qui a été pris par le Togo. Celui de recevoir sur son territoire Damiba. Si Damiba continue par exemple, à mener des activités subversives au Burkina, le gouvernement togolais avait des moyens de faire en sorte pour que cela cesse. Et au pire, on les filtre vers un pays tel que le Nigeria, où il sera un peu plus loin du Burkina, et en demandant aux autorités nigérianes, par exemple, d'exercer un contrôle un peu plus strict sur ces communications. Donc moi, c'est plutôt inquiétant d'un point de vue diplomatique, ce que le Togo a fait. Je ne pense pas qu'ils ont été très inspirés sur ce coup-là. Le pouvoir de Ouagadougou, qu'il n'était pas tranquille avec Damiba se situant au Togo, et Damiba ayant une forme d'activisme, même si ce n'était qu'un activisme électronique, il n'était pas tranquille. Et le fait que nous soyons dans une forme de guerre froide qui ne dit pas son nom entre les pays de l'AES et des pays de la CEDEAO, s'en rajoute au choix du fait accompli, au choix de la mise à l'écart un peu de tout ce qui est bonne manière judiciaire et diplomatique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est tenable que des pays de la même ère géographique, des pays frères qui sont reliés par autant de choses, dont les populations vivent les uns chez les autres, continuent pendant des années, voire des décennies, à se faire une sorte de guerre qui ne dit pas son nom? Je pense que ça pose beaucoup de problèmes. Le monde s'est brutalisé avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Les incertitudes sont nombreuses. L'Afrique est en passe d'être recolonisée avec agressivité. Et le défi de cette génération, c'est pas forcément de se maintenir dans des conflits, mais de trouver des compromis. Parce que ces conflits, finalement, ce sont des conflits par procuration. Ce sont des conflits qui, en réalité, profitent aux puissances qui se disputent sur la scène internationale et pour lesquelles l'Afrique de l'Ouest est un terrain d'affrontement, comme justement à l'époque de la guerre froide. Je parle de la France et de la Russie, en l'occurrence. C'est pas, pour moi, la priorité du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, etc. Ce n'est pas cette guerre sans fin qui, finalement, en plus, chez les uns comme chez les autres, dans les pays X ou Y, AES et CEDEAO, une mise à l'écart, finalement, des peuples, des modalités de gestion des contradictions, une brutalisation des rapports politiques, tout ça ne pousse pas à être vraiment très optimiste. Il faut réfléchir, que nos intelligences soient mises à contribution pour réfléchir à la meilleure manière de sortir de cette crise larvée, de trouver des manières de se mettre d'accord sur le minimum et pour avancer ensemble, d'autant plus que ces pays, on le rappelle, ont la même monnaie. Ils ont des populations qui sont à cheval sur les territoires. On ne peut pas... quand on essaie de regarder quelle perspective ce type de conflit peut apporter en dehors de la négociation, en fait, on n'en voit pas.